Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Panel Hebdo, votre magazine d'information sur Global Africa Télé Sud. Merci de votre fidélité à tous les programmes de cette chaîne de Global Africa. Panel Hebdo, vous le savez, c'est l'actualité revue et revisitée chaque semaine par les débatteurs invités, les chroniqueurs invités, à nous livrer leurs commentaires, analyses, décryptages et aussi leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie des inséparables. Alfred Changolokoro, bonjour Alfred. Bonjour Francis. Maître de conférence à la Sorbonne, Gratien Rokinde-Kiza, bonjour. Bonjour Francis. Vous êtes analyste politique et Ben Yayassi, bonjour. Bonjour Francis. Et nous avons le plaisir d'accueillir dans cette édition un invité spécial, Adrien Poussou. Adrien Poussou, bonjour. Bonjour Francis. Merci d'être heureux d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir. Adrien Poussou, consultant en géopolitique, ancien ministre centrafricain de la communication. Nous vous recevons à l'occasion de la sortie de votre dernier ouvrage qui s'intitule Faustin Archange Touadéra, l'homme qui abîma son pays, avec un sous-titre La destruction de la République centrafricaine sous une présidence toxique. C'est aux éditions L'Harmattan. Ça vient de sortir. Hein. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. Autres ouvrages, on peut citer notamment « Il neige sur Bangui »,« Sénégal, en finir avec l'imposture », ça va intéresser Ben Yayassi, « Black Bizarre » également, je ne cite que cela, hein. Ou encore Guinée, l'Afrique n'a pas besoin de Poutine, hein. Ça vous tenez beaucoup, paru en 2022, il faut le signaler, c'est ça, et Guinée, les véritables raisons d'un coup d'État inique, notamment. Merci d'être avec nous. Vous êtes par ailleurs le directeur et fondateur de la revue Le Courrier panafricain, qui existe donc depuis bientôt 2 ans. Hein. C'est cela. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes de passage à Paris. On en a profité pour vous inviter. C'est une double opportunité. Au sommaire donc, de cette édition, un grand angle, justement, sur la République centrafricaine, avec cette question, le président Faustin Archange Touadéra est-il devenu le pyromane de la Centrafrique? Nous en parlons à l'occasion de l'apparition donc de l'ouvrage de notre invité spécial Adrien Poussou, un regard averti et sans concession sur la situation dans ce pays et des éclairages utiles sur la dérive du pouvoir en place et peut-être quelques pistes pour sortir de l'interminable crise qui mine ce pays depuis des décennies. Autre sujet de cette édition, la riposte de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. Après la levée de ses immunités parlementaires, l'ancien président, sous le coup de graves accusations, a fait une sortie remarquée cette semaine en livrant un long discours aux Congolais, un discours qui marque le retour de Joseph Kabila dans le jeu politique congolais. Enfin, nous ferons un retour sur la rencontre entre l'Américain Donald Trump et son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. C'était le 21 mai dernier. Avec cette question, Cyril Ramaphosa devient-il le meilleur exemple sur le continent africain en matière de diplomatie internationale? En posant la question à nos invités et aux chroniqueurs et à notre invité spécial. Voilà donc pour le sommaire. Alors, on commence avec ce grand angle sur la Centrafrique. Alors, on va s'entendre, on va faire une sorte de convention. On dit le Centrafrique ou la Centrafrique, mais on va garder la Centrafrique pour cette émission, si vous voulez bien, Adrien Poussou. Mais vous préférez? L'Assemblée nationale centrafricaine a décidé il y a 3 ans que c'est le Centrafrique. Ah d'accord, donc voilà. Si l'Assemblée nationale a décidé, nous allons conserver donc le Centrafrique. Avec vous donc, Adrien Poussou. Vous êtes un fin connaisseur, c'est le moins qu'on puisse dire, du Centrafrique. Vous publiez cet ouvrage à quelques mois d'une nouvelle présidentielle dans votre pays. C'est un état des lieux sans concession des 2 mandats du président Faustin Archange Touadéra. En lisant votre livre, je me suis dit qu'il aurait pu s'intituler « Itinéraire d'un pyromane ». Absolument. C'est ça. Alors, dès le préambule d'ailleurs de l'ouvrage, vous proposez une définition de ce que vous appelez le touadérisme, et je cite. C'est un extrait. De quoi le touadérisme est-il véritablement le nom? Une absence d'exigence pour l'état de droit, un état rabaissé, méprisé, un refus ostentatoire de l'idée de l'émergence, un manque de vision claire des défis du développement, un dédain assumé de la parole donnée, la destruction systématique des services publics de base, des décisions injustes et des actes manqués. Le touadérisme est également la négation la plus complète de la souveraineté dans son double aspect national et populaire qui permet à la fois l'exercice de la liberté individuelle
et la réalisation d'une ambition collective. Fin de citation. Alors, Adrien Poussou, au fond, en quoi Touadéra est-il différent de ses prédécesseurs? Parce que cela fait 30 ans qu'on parle du long déclin de l'État centrafricain. Est-ce qu'il n'est pas finalement le continuateur, je dirais, des œuvres de ses successeurs? Prédécesseurs, plutôt. De ses prédécesseurs. Il n'est pas le digne successeur de ses prédécesseurs à partir du moment où lui, sa propagande, en tout cas sa communication, le présentait comme un intellectuel, professeur d'université en ses grades, alors que ses prédécesseurs, c'était des militaires. Mais Ange-Félix Patassé, c'était aussi présenté comme un intellectuel. Supérieur de l'agriculture, même si on le présentait comme un ingénieur agronome. Mais Touadéra était un universitaire. C'est d'ailleurs, pour moi, plus que la prévarication, plus que d'avoir livré notre pays à la mafia internationale, la faute que l'histoire retiendra de Faustin-Archange Touadéra, c'est d'avoir introduit au sein de l'université de Bangui le virus du larbinisme. Parce qu'aujourd'hui, l'université de Bangui, qui était une forteresse imprenable parce que les enseignants de l'université étaient des fiers contestataires, bien que les régimes précédents tentaient de prendre possession de ce haut lieu du savoir, mais n'ont pas pu. Aujourd'hui, Touadéra a transformé l'université de Bangui en un simple repère de ses partisans, à telle enseigne que quand il revient de déplacement à l'étranger, des professeurs de l'université de Bangui offrent à la communauté nationale un spectacle désolant. Ils sont en toge, c'est comme des badauds, ils sont autour du tarmac de l'aéroport de Bangui pour accueillir l'empereur Touadéra Ier. Donc pour moi, c'est une faute impardonnable d'avoir réduit l'université, ce haut lieu du savoir, à ce triste spectacle. Et puis à côté de cela, Touadéra est présenté. En tout cas, moi, je commence à douter du fait qu'il soit professeur d'université. Moi, je doute. Bah, il a été. Oui, c'est ce qu'on dit, mais moi, je doute. Parce que quand on a été professeur d'université et qu'en 10 ans, on n'a pas construit une seule salle de classe dans le pays, et qu'en 10 ans, dans le corps enseignant, il y a 67% de maîtres par an qui sont en réalité des enseignants d'infortune. Oui. Et puis seulement 17% d'enseignants formés à l'université, donc il a compromis l'avenir de la République centrafricaine, puisqu'un pays ne peut exister, ne peut espérer exister que par sa jeunesse. Lorsque la jeunesse reçoit une formation au rabais, mais c'est l'avenir qui est compromis. Donc pour moi, on peut tout reprocher à ses prédécesseurs, sauf le fait d'avoir rendu la formation, l'éducation à sa simple expression. Il a fait un peu plus que ses prédécesseurs, quoi. Absolument. Il a fait pire. Un peu. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, vous dites dans votre ouvrage que vous avez écrit ce livre avec un mélange de joie et de tristesse. Et je vous cite à nouveau, c'est un extrait à nouveau. Plusieurs fois, en effet, j'ai eu envie de les interroger, c'est-à-dire les victimes du système de Touadéra, sur ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter un chef d'État pareil, qui ne soit pas à la hauteur de nos attentes et qui a mis en place un système se résumant à ces mots: cécité politique, mensonge, laxisme, clientélisme, affairisme, gabegie, détournement de données publiques et violation systématique des droits humains. Bon, alors, je vous repose la question une fois de plus. Est-ce que finalement, Touadéra n'est pas le résultat ou la résultante d'un système qui l'a précédé, dont il a été aussi un des acteurs par le passé, quoi. Parce que, je veux dire que l'affolement à propos de Centrafrique, ce n'est pas nouveau, Adrien Poussou. Cela fait longtemps qu'on parle de faillite de l'État, on parle d'un État failli, on parle même, je dirais, d'absence d'État, on parle même de l'État néant en ce qui concerne le Centrafrique. Sauf que Touadéra était conscient de cette situation et il s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016, justement, sur un programme. Il disait que s'il était élu, il allait justement mettre un terme à tout cela. Et puis, Touadéra, c'était la seule fois dans notre pays qu'on voyait autant d'hommes politiques, en tout cas entre les deux tours de l'élection présidentielle, se ranger derrière un homme. Il disait qu'il allait gagner pour gouverner avec l'ensemble de la classe politique centrafricaine. Il avait même inventé
enfin, il n'a pas inventé, mais un concept qui est resté au stade de slogan, l'union sacrée. L'union sacrée, donc, Touadéra est un dissimulateur cynique, si je dois le décrire en un seul mot. Mais à l'époque, quand il s'était présenté, vous y avez cru, vous aussi? Pas du tout. Non? Justement, aujourd'hui, j'ai la tranquille assurance, hein, en tout cas, j'ai la conscience tranquille de parler de Touadéra. Pourquoi? Parce que je suis l'un des rares, sinon le seul, qui n'avait pas soutenu Touadéra. Même son challenger du second tour à l'élection présidentielle a fini par le soutenir, M. Deleguélé, l'a soutenu. Mais moi, je disais que Touadéra a été incapable d'être Premier ministre sous le régime de Bozizé. On ne le dit jamais assez. Le président Touadéra est resté, c'est d'ailleurs la placidicité de son tempérament, fait qu'il est resté 5 ans quand même Premier ministre de Bozizé. Est-ce que finalement, les errements du régime de Bozizé ne venaient pas de Touadéra? Est-ce que c'est Touadéra qui ne donnait pas les mauvais conseils à Bozizé? Oui. Il faut s'interroger. Oui. Donc Touadéra est resté 5 ans en tant que Premier ministre de Bozizé. Il n'a pas pu être Premier ministre. L'anecdote veut que pendant 5 ans, il n'est pas intervenu lors d'aucun conseil de ministres. Il ne donnait pas son avis. Il préférait contourner ses ministres, aller dire au président, en tout cas, expliquer au président ce que lui, il pensait, parce qu'il avait peur de ses ministres. Donc, ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à ne pas le soutenir, parce que je me disais, quelqu'un qui a été incapable d'être Premier ministre ne peut pas être chef d'État. D'accord. Alors, votre ouvrage, hein, on le disait, c'est un état des lieux du Centrafrique aujourd'hui, sur le plan politique, économique, social et aussi sécuritaire. Hein. Alors, sur le plan sécuritaire, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de ces 9 années des 2 mandats de Touadéra? Il n'a pas réussi à construire une armée. En 2017, il a fait un deal avec les paramilitaires de Wagner qu'il a introduits dans le pays. Résultat de la course, les paramilitaires de Wagner ont montré un visage jamais égalé de bestialité, se sont employés à commettre des exactions, à massacrer des populations et à s'accaparer des richesses minières. Aujourd'hui, Wagner exploite la plus grande mine d'Afrique centrale, la mine de Ndassima, qui est devenue une emprise russe, plus qu'interdit aux autorités. Récemment, le ministre des Mines a voulu s'y rendre là-bas pour effectuer un contrôle. Il a trouvé porte close. Oui. Nous sommes en Centrafrique. Donc, la situation sécuritaire est catastrophique, malgré la propagande. Et aujourd'hui, on a vu l'empressement avec lequel il a conclu un accord récemment avec le Tchad pour mettre en place une force mixte pour contrôler la frontière, puisque vous savez que nous partageons la frontière avec le Soudan. Et comme le Tchad est sûr que le Soudan va certainement faire des représailles pour son soutien aux forces rapides, des Métis. Le Tchad veut sécuriser sa frontière et en utilisant Touadéra. Donc Touadéra a conclu un accord récemment avec le Tchad. Lui, il croit que c'est... Quel est le pourcentage du territoire que contrôle l'État aujourd'hui? Au moins 40. Donc la majorité du territoire souverain échappe au contrôle de l'État. Et au moins la moitié de la population dépend de l'aide humanitaire. Au moins la moitié. Selon les chiffres de l'ONU, c'est 3 millions. Alors, puisque vous parlez de Wagner, il faut dire que la Russie est devenue le principal partenaire du pays en matière de sécurité. Mais en vous lisant, on comprend bien que la présence de la société Wagner en Centrafrique dépasse largement le seul cadre sécuritaire. C'est presque une cogestion du pays aujourd'hui entre cette société donc, de mercenaires et le pouvoir central. En tout cas, Touadéra est devenu l'otage de Wagner, à telle enseigne qu'il ne peut plus, puisque vous avez constaté que depuis la mort du fondateur de Wagner, Prigojine, la Russie de Poutine veut reprendre la main. Au Mali, c'est devenu Africacor. Prigojine qui a une statue d'ailleurs à Bangui. Hein, absolument. Qui a été inaugurée, cette statue. Mais en présence des chefs militaires. Donc c'est la seule fois
au monde qu'on voit des forces d'une armée régulière prêter allégeance à des mercenaires. Donc, à Bangui, Wagner est resté Wagner. Ce n'est pas Africa Corps. Donc, Wagner dirige, Wagner... Et vous remarquerez que Touadéra s'inscrit dans les pas de Poutine. Mais c'est sur les conseils de Wagner. Son parti s'appelle Mouvement des Cœurs Unis. Vous verrez que c'est Russie unie, puisque Mouvement des Cœurs Unis, Russie unie, et puis... Touadéra ne dirige pas le pays aujourd'hui. Il veut posséder la République centrafricaine. D'où la restriction de l'espace public, d'où la modification de la Constitution pour rester ad vitam aeternam à la tête de l'État, d'où un certain nombre de choses. Donc, Touadéra aujourd'hui ne peut pas se défaire de Wagner. Ça sera à ses risques et périls. Je crois qu'il en est conscient. C'est son assurance vie en quelque sorte. Absolument. D'accord. Alors, vous savez, on a dit au cours de ces dernières années que le Centrafrique était un laboratoire de la pénétration de la Russie en Afrique, un laboratoire un peu, je dirais, des actions d'influence de la Russie sur le continent. Vous le confirmez dans votre ouvrage d'ailleurs, mais vous allez beaucoup plus loin parce que non seulement, évidemment, vous parlez de l'exploitation, des mines, de l'or, enfin bon, voilà, on va y revenir, mais il y a aussi les exactions commises contre les populations, mais avant d'y arriver aussi, il y a toutes les actions de communication, il y a tout le dispositif en fait de communication, de désinformation, et tout ça est parti, enfin, est-ce que le Centrafrique est devenu une sorte de matrice, je dirais, de ce nouveau phénomène? Mais c'est le laboratoire, et puis l'usine à troll de Wagner est installée au sein de la présidence centrafricaine. D'accord. J'ai vu ces gens-là arriver chez nous, puisque je dirigeais Bangui FM, une radio privée. Et puis, il vous souviendra que 3 journalistes russes ont été assassinés en Centrafrique. Ces 3 journalistes étaient venus me voir à Bangui FM 2 jours avant leur assassinat, parce qu'ils enquêtaient justement sur l'arrivée de Wagner et les activités de Wagner dans notre pays. Et puis, ils ont été assassinés. Et puis Wagner a commencé à s'offrir le service des médias, d'un certain nombre de médias centrafricains, à recruter des journalistes et puis à installer sa cellule à la présidence, à commencer à faire de la désinformation, systématiquement d'ailleurs, à s'en prendre à la France. Je ne veux pas donner l'impression de défendre la France, mais c'est ce que nous avons constaté. Phénomène que la France a d'ailleurs minimisé au départ. Les Français pensaient que c'était un épiphénomène et que ça allait disparaître. Malheureusement, ça a continué. De sorte qu'aujourd'hui, la radio nationale, qui devait être une radio de tout le monde, puisque c'est avec nos impôts que cette radio-là fonctionne, est sous la coupe de Wagner. La télévision est sous la coupe des propagandistes de Wagner. City, qui dirige Wagner à Bangui, c'est lui l'orchestrateur, en tout cas le maître à penser de toutes les opérations de désinformation. On parlait de cogestion de l'État entre donc, Wagner et le pouvoir central. Wagner qui est même parvenu à destituer le président de l'Assemblée nationale à la personne de M. Karim Bekassoua. Oui. Parce qu'il y avait la précédente constitution, celle qui a été remplacée par le règlement intérieur du MCU qu'ils appellent constitution. Il y avait un article, l'article 60, qui exigeait, en tout cas qui imposait que, avant d'octroyer une licence d'exploitation d'une quelconque richesse, il faut passer par l'Assemblée nationale. Et M. Bekassoua constituait l'empêcheur de tourner rond. C'était en quelque sorte, puisqu'il était à cheval sur ces principes-là, il fallait le dégager de là. Et cette mission, c'est Wagner qui l'a menée.
Mécassou était devenu l'homme à abattre et ils ont tout mis en place. Il faut dire qu'à partir du moment où Touadéra a décidé de rester au pouvoir, il a eu recours à des méthodes peu recommandables. Des menaces de mort, des assassinats, des arrestations, à telle enseigne qu'on se réveille en Centrafrique en se disant où est-ce qu'on va passer la nuit. Si on a la chance, on se retrouve en prison. Si on est malchanceux, c'est à la mort. Donc, Mécassou non seulement destitué, mais a été condamné à perpétuité. C'est bien confisqué. Tout ça sur les conseils de Wagner. Or, il faut rappeler que la Constitution de 2016 a été élaborée à la suite des consultations populaires, ce qu'on a appelé le forum de Bangui. On est allé en province interroger les Centrafricains. Et ces Centrafricains-là, pour prévenir la répétition tragique des errements du passé et pour garantir une alternance à la tête de l'État, ont justement étiqueté des règles, notamment la limitation du nombre des mandats. Et puis, on dit que non seulement la limitation du nombre de mandats, mais la modification de ces dispositions était impossible. Ce que la Cour constitutionnelle de Mme Darlan, en septembre 2002, a rappelé à Touadéra en disant que ces initiatives pour organiser, parce que l'artifice juridique de Touadéra, c'était de recourir à un référendum. Mais même son référendum est anticonstitutionnel, selon la Cour constitutionnelle de Daniel Darlan. Donc, Touadéra s'est placé au-dessus des institutions. En tout cas, je compare Touadéra à une sorte de pathologie qui, depuis 10 ans, ronge notre pays, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le pronostic vital de notre pays est engagé. Alors, avant d'écouter le chroniqueur, je voulais juste citer, vous livrez un extrait de votre ouvrage en ce qui concerne les facteurs économiques de la présence de Wagner en Centrafrique. Vous rapportez notamment que, je cite, en plus de l'exploitation effrénée des ressources de la République centrafricaine, telles que le bois, l'or et le diamant, les mercenaires russes de Wagner se font également payer par la vente des hydrocarbures à un prix exorbitant. Faustin Archange Touadéra, un peu plus loin vous écrivez, Faustin Archange Touadéra n'a trouvé rien de mieux que de permettre à ses amis russes de Wagner d'étendre leur contrôle sur un secteur aussi vital pour le pays que le secteur aurifère. Il a confié à Wagner l'exploitation de la mine d'or de Ndasima, située dans la préfecture de la Ouaka, considérée comme le plus haut potentiel industriel du pays. Alors, un autre extrait que j'aimerais aussi soumettre au chroniqueur, c'est un extrait à propos des exactions de Wagner sur le territoire. Adrien Poussou, vous écrivez, les amis mercenaires de Touadéra montrent chaque jour un visage de bestialité jamais atteint dans le pays et un savoir-faire inégalé dans la cruauté, massacrant impunément de pauvres civils sans défense. Par exemple, le mercredi 21 juin 2021, on a appris avec effroi et effarement qu'une dizaine de corps de jeunes de moto-taximens et de Boubanguéré, ce sont des vendeurs ambulants, ont été retrouvés égorgés à 12 km de la ville de Bossangwa, sur la route de Nana Bakassa. À en croire les sources locales crédibles, les malheureuses victimes ont été arrêtées par les mercenaires de Wagner avant d'être froidement exécutées. Fin de citation. Bon, il faudra se demander comment la population réagit, évidemment, à ces agissements de Wagner sur le territoire. Un commentaire ? Vous avez lu l'ouvrage Oui, je l'ai lu et j'ai senti une sorte... Au début, je pensais que c'était un dépit amoureux entre l'auteur et Archange. Et plus tard, j'ai compris qu'il a été déçu. Il y a un espoir que l'ange Archange n'a pas rempli. Et il a utilisé des mots forts pour décrire la situation. Il parle de pathologie quand même. Oui, pathologie, mais déjà, à travers les titres, on sent cette déception, cette volonté de montrer ou de démontrer que le régime actuel est en train de décevoir tous les espoirs qui ont été placés en lui. Et Archange Touadéra, le président Touadéra, a été même taxé de manipulateur
parce que le visage qu'il avait montré au début, quand il est arrivé au pouvoir, et la gestion actuelle du pouvoir jusqu'à vouloir tripatouiller la Constitution pour passer de 2 mandats consécutifs de 5 ans qui ont été figés dans le marbre pour pouvoir rester au pouvoir, peut-être même, on en parle de plus en plus, instaurer une dévolution monarchique du pouvoir, ça pose problème. Alors que ce pays est immensément riche. Et moi, j'ai eu des informations sur la façon dont les affaires sont montées. Ça devient même à la limite une société à responsabilité limitée pour quelques élus. Et il y a des pays limitrophes qui ont des investissements, qui ont des intérêts. Et le pire, c'est que les miliciens de Wagner sont à la fois les garants de ce pouvoir, mais jouent aussi le service des douanes. Parce que c'est les miliciens de Wagner qui prélèvent maintenant les taxes douanières en lieu et place des services compétents de l'État. Cet argent prélevé va où? Dans une autre direction. Et c'est très malheureux pour un pays aussi riche, avec des richesses minières. Et le problème que vous avez soulevé également, c'est très difficile qu'au XXIe siècle, un pays avec autant de richesses minières, que les gens soient encore, je cite vos mots, au siècle de la lampe à pétrole. Oui, c'est vrai. Un problème d'électrification. Tout à fait. Et la formation aussi a subi un grand coup, parce qu'un ancien professeur d'université qui, au bout de 10 ans, n'est pas capable de construire une seule salle de classe, alors que tout le monde sait que l'éducation et la formation, si on veut développer un pays, on construit, on met en place une instruction pour pouvoir former des générations futures qui vont prendre le relais. Donc là, ce que nous constatons, ce qui se passe actuellement, l'avenir est vraiment sombre pour ces pays tant que ce régime sera là. Gratien. Oui, en fait, le pays en soi, il y a le président Touadéra qui est ce qu'il est, la façon de diriger le pays. Mais souvent, les grands pays comme ça, parce que Centrafrique, c'est un grand pays. 623 000 km². Peu. La population, c'est combien? 5 millions. 5 millions. Oui. C'est vraiment, si on met à l'échelle, par exemple, du Burundi, 27 834 km² avec 13 millions, on se dit... Pourquoi vous parlez du Burundi, là, tout d'un coup Parce que c'est une origine burundaise. Alors, c'est pour dire que c'est difficile à gérer un tel pays, surtout au niveau sécuritaire. Je voulais justement en revenir sur la sécurité. Wagner, contrairement à ce que les gens pensent, Wagner ne sécurise pas le pouvoir. Pas du tout. Il sécurise le pouvoir, mais pas le pays, vous voulez dire. Non, je dis bien, si Wagner seul ne sécurise pas le pouvoir. Je vais l'expliquer. C'est-à-dire que Wagner est là, il y a un mythe Wagner. À un certain moment, Wagner était là. Ils ont sécurisé au départ, ils ont donné l'impression de sécuriser. Mais sauf que Wagner sont des mercenaires. Ils veulent avoir de l'argent. Ben oui. Ils sont plus allés dans l'économie, plus que dans la sécurité en soi. Et je me rappelle qu'avant les élections, la dernière fois quand il y a eu les élections, le pouvoir, les rebelles étaient presque à la porte de Bangui, et le pouvoir a été sauvé par des militaires rwandais, pas Wagner, qui sont toujours là. C'est vrai qu'il y a aussi les Rwandais sur place. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui. C'est les Rwandais qui ont sauvé, je sais comment ça s'est passé, techniquement, et ils sont encore là. Oui. Les Rwandais, ce sont les Rwandais qui sont en train de former des bataillons, 2-3 bataillons, sur le modèle rwandais. Wagner ne forme pas de bataillons. Enfin, vous voulez dire que les Rwandais font œuvre utile en Centrafrique, contrairement à Wagner, c'est ce que vous voulez dire? C'est ce que je dis, par exemple, le Centrafrique, qui a des problèmes de sécurité avec des militaires peu formés, peut se passer des mercenaires, par exemple, parce qu'ils sont plus dans l'économie, plus que dans la sécurité. D'accord. Et on peut avoir moins d'exactions, moins de... C'est plus facile à dire. Mais la présence aussi des contingents rwandais sur place n'est pas bénévole non plus.
Ça, c'est autre chose. Ah ben oui. Ça, c'est autre chose. Mais au moins, c'est pas de la même façon. D'accord. Ils sont la MINUSCA. Il y a une différence de nature, vous voulez dire. Non, pas en dehors de MINUSCA. Non, en dehors de la MINUSCA. En dehors. Oui, d'accord. Ils sont au sein de la MINUSCA et ils ont passé un accord bilatéral. Exactement. Mais ils se comportent aussi comme des mercenaires. Exactement. Je faisais allusion. C'est ce que je voulais entendre. Je faisais allusion à ça en parlant tout à l'heure qu'il y a d'autres intérêts qui sont là. Je n'ai pas voulu prononcer le Oui, j'allais. Mais ils sont là au même titre et ils ont les mêmes intérêts que Wagner. On n'a pas entendu Alfred. Alors, non, moi, vous qui connaissez bien le pays d'ailleurs. N'est-ce pas? Oui. Bon, c'est pas le premier ouvrage qu'il écrit sur Touadéra. Ah, j'en ai ça. Oui. Voilà, c'est le second au moins qui remet une couche sur sa gestion. Effectivement, au moment où il arrive au pouvoir, donc on sort de cette longue séquence où Catherine Samba-Panza assurait l'intérim. Et puis, il y a après le coup d'État. C'est ça, voilà. Et puis, il y a eu les assises nationales qui ont donné cette constitution. Et au fond, je pense qu'à ce moment-là, même notre ami Jean-François Kandji-Kombe était là-bas pour les assises nationales. Et au fond, il y avait un espoir, une espérance qui était suscitée à ce moment-là, où on se disait effectivement, il y a une nouvelle trajectoire qui commence pour la Centrafrique. Et puis, patatras, Wagner est arrivé et on en est là aujourd'hui. Oui, le professeur de mathématiques, effectivement, c'est là où on voit la limite. Les mathématiques à l'école, à l'université, et la mathématique politique, ce n'est pas la même chose. Ce qu'il faut dire, effectivement, au détriment, enfin, à mes yeux, le vrai problème est que quand il arrive au pouvoir, il n'a pas tous les moyens, justement, de ce pouvoir, de cette espérance qu'il avait fait susciter aux élections de 2016. D'accord ? Et donc là, on peut dire qu'il y avait cette illusion de dire j'arrive au pouvoir et puis je fédère tout le monde. Sauf que dans la pratique, ça n'a pas été cela. Donc, si tu arrives au pouvoir et que tu n'as pas les moyens de ta politique, comment tu fais pour justement persister, rester au pouvoir? Ça donnait des moyens particuliers. N'est-ce pas? Donc, tu fais des compromissions pour rester au pouvoir. C'est ce qu'il a fait, comme la plupart des politiciens africains, quand ils arrivent au pouvoir, très peu de moyens, ils essaient de solidifier, n'est-ce pas? De solidifier leur pouvoir et de demeurer au pouvoir ad vitam aeternam. Oui, mon frère. C'est ce que Touadéra fait d'ailleurs, les élections en décembre prochain. Vous banalisez un peu. Non, je parle quand même d'une pathologie singulière. Quand même. Oui, mais cette pathologie, on le voit, les élections qui se profilent à l'horizon en décembre prochain, on voit des ralliements, des partis qui un troisième mandat contesté quand même. Ben, bien sûr, mais les élections vont avoir lieu. Il y a des partis qui sont là pour le soutenir, pour dire il faut qu'il se représente, etc. Et probablement, il faut le rappeler. Exactement. Par lui. Ben, bien sûr. Et d'autres partis d'opposition qui l'ont rejoint, etc. Ça veut dire qu'il y a une dynamique pour qu'il reste au pouvoir et que les prébendes qui ont été accordées à un certain nombre d'autres puissent continuer, persister. Mouni, le parti Mouni par exemple, qui pousse aussi à cela, les religieux, les groupes religieux qui poussent aussi à cela, ça signifie effectivement que à un certain moment il y a cette convergence, cette coagulation qui est en train de se faire entre lui et puis certaines forces politique centrafricaine pour qu'il reste au pouvoir. Et c'est là où je dis quand même qu'il y a un problème, donc la faillite de la classe politique centrafricaine. Et puis la population est fatiguée par toutes ces années de guerre et on le voit, elle ne peut pas réagir pour contester justement ce qui est en train de se passer. Donc voilà. Fatigué de la guerre, de toutes les exactions, les violences subies depuis de très nombreuses années en Centrafrique. Et au fond, que Touadéra représente la pathologie centrafricaine, mais ça n'est pas qu'une pathologie centrafricaine. C'est au fond la pathologie, j'allais dire, de l'Afrique centrale. Si on va en Guinée équatoriale, Congo-Brazzaville, on voit qu'il y a des dinosaures qui sont au pouvoir.
Denis Sassou Nguesso. Alors on va rester sur le Centrafrique. Oui, non, mais parce que non, mais Poussou a parlé de pathologie. C'est pourquoi je dis cette pathologie n'est pas propre à la Centrafrique. Mais il y a des spécificités quand même. Au Cameroun, on l'a vu avec Paul Biya qui est là depuis de nombreuses années, etc. Mais il y a des spécificités. C'est l'Afrique, absolument. Les réalités ne sont pas les mêmes. Non, peu importe, mais la durée, le fait de se maintenir au pouvoir, ce sont les mêmes dispositifs. Ce sont les mêmes mécanismes qui font que... Mais là, nous avons affaire à un pays qui se désagrège inexorablement depuis plusieurs années. C'est une vraie tragédie. Là. On est tout à fait d'accord que c'est Alors, une tragédie. on va conclure donc sur et recommander cet ouvrage aux auditeurs. Mais avant de conclure quand même cette partie de l'émission, mon cher Adrien Poussou, j'aimerais que vous disiez un mot sur... ce phénomène que vous évoquez fortement dans votre ouvrage, ce militantisme néo-panafricain qui est amplifié par les réseaux sociaux et dont le Centrafrique a été aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, la matrice avec les œuvres de Wagner, justement. Ce phénomène vous inquiète beaucoup. Tout à fait. Parce que vous parlez des fractures que cela provoque au sein des opinions africaines. Au sein des opinions africaines, parce que, en fait, Wagner et ses appendices sur le continent ont compris une chose. La tendance des Africains à épouser les querelles des autres. Et lorsque vous entendez ceux qui relaient la propagande de Wagner sur le continent, tout ça est amplifié par les réseaux sociaux, vous dites. C'est surtout amplifié par les réseaux sociaux, mais il y a eu une méconnaissance des concepts même. Le panafricanisme, lorsque vous posez la question aux jeunes Africains, c'est quoi le panafricanisme, ils ont de la peine à vous répondre. D'ailleurs, j'étais à Niamey avant le coup d'État de Tiani, j'ai eu à échanger avec des étudiants de l'université Moumouni. Quand je m'étonnais du fait qu'ils se réclamaient de Lénine, ils disaient que, enfin, ils étaient léninistes. Je dis, mais Poutine fait tout pour effacer Lénine de l'histoire russe, mais un mouvement qui se réclame de Lénine soutient Poutine. Ils ne comprenaient pas. Donc, il y a aussi cette question-là sur le continent. Mais je voudrais, si vous le permettez, c'est important, revenir sur la co-gestion du pays par Wagner. Nous sommes le seul pays au monde qui a augmenté le prix des hydrocarbures. En tout cas, en juin 2023, Touadéra a décidé d'augmenter le prix des hydrocarbures. Le gasoil, par exemple, est passé de 855 francs CFA à 1450 francs CFA à la pompe. Sauf que ce surplus-là va à Wagner. La RCA a donné le monopole d'importation des produits pétroliers à une société camerounaise qui n'est d'ailleurs pas, Neptune Oil, qui n'est d'ailleurs pas enregistrée au registre de commerce de la RCA. Et dont le deal qui est resté secret, mais finalement pas tout à fait secret, puisqu'on a eu accès à cela, ils ont exigé à Neptune Oil de s'approvisionner, en tout cas d'acheter les hydrocarbures auprès de Wagner, donc des Russes, à un prix élevé, qui est plus élevé que le prix du marché est normal. De sorte que, en plus de prélever, en tout cas de ne payer aucune taxe à l'État en exportant les mines, en plus de se faire payer avec les taxes qui ont été introduites sur le prix des hydrocarbures, Wagner impose à ce que les hydrocarbures qui sont importés dans notre pays soient achetés auprès de la Russie. La Russie qui est sous sanction de l'Union européenne et d'un certain nombre de pays. Je voudrais rappeler cela. Et d'ailleurs, si j'ai écrit ce livre, puisqu'on va conclure sur ce sujet, c'est pour interpeller la communauté internationale. Il ne faudrait pas que la communauté internationale revienne jouer les pompiers, le médecin après la mort. Parce que ce qui se passe chez nous va amener à une crise beaucoup plus importante que celle que nous avons connue en 2013. Au prétexte de non-immixtion dans les affaires internes d'un pays indépendant, la communauté internationale a laissé faire. Ils ont laissé faire Touadéra. Touadéra a pu modifier la Constitution.
Ils s'entendent, ils donnent l'impression de ne pas vouloir financer les élections, mais finalement, ils vont financer les élections parce que sans l'apport de la communauté internationale, les élections n'auront pas lieu. Eh bien, donc, la communauté internationale a des leviers pour faire entendre raison à Touadéra. Il ne faudrait pas que demain, on puisse nous dire qu'on ne savait pas. Vous avez lancé l'appel, en tout cas. Merci beaucoup, Adrien Poussou. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Faustin Archange Touadéra, l'homme qui abîma son pays. Et le sous-titre, La destruction de la République centrafricaine sous une présidence toxique. Et c'est aux éditions L'Harmattan. Merci à lire absolument. Autre sujet rapidement, la riposte de Kabila en RDC. Après la levée de ses immunités parlementaires, l'ancien président Joseph Kabila a choisi de livrer un long discours à ses compatriotes, c'était le 23 mai dernier, un réquisitoire cinglant contre l'actuel pouvoir et un appel à mettre fin à ce qu'il qualifie de dictature. L'ex-président n'a pas manqué de faire l'éloge de sa propre présidence avant de se proposer comme faiseur de paix dans le conflit armé qui accourt dans l'est du pays. Alors Alfred, je me tourne vers vous. Ce discours ressemble par moments à un programme de gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que Kabila opère clairement là un retour dans le jeu politique congolais ? Francis, cette séquence politique est très intéressante et j'allais dire même très réjouissante justement parce que elle permet de clarifier. C'est vous qui... Absolument, et je vais le démontrer. Ça permet justement de clarifier un certain nombre de situations. Qu'on se souvienne de l'émission précédente qu'on a faite là-dessus et de les conclusions auxquelles on était arrivés. On ne s'attendait pas d'ailleurs à ce qu'il fasse un retour aussi... Exactement. Voilà, spectaculaire. Tout à fait. Oui. Sauf que ce que ça montre, c'est au moins trois choses. La première, c'est que Kabila, le discours qu'il a prononcé était déjà rédigé par ses âmes damnées. Et ces âmes damnées de Kabila prennent la parole pour relayer justement, expliciter le sens de son intervention. Je ne vais pas les citer ici pour ne pas leur faire de la publicité. Ça, c'est... Les âmes damnées. Oui, Citer un ou deux noms, comme ça. Kikayabin Karoubi. D'accord. Voilà. Son ancien conseiller en matière de diplomatie. Exactement, ancien ambassadeur à Londres et qui est en exil en Afrique du Sud, qui était... Et qui d'autre avec lui. Le deuxième qui a pris la parole pour le défendre, c'est l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2019, Chadari, pour ne m'arrêter que sur ces deux-là. Et donc, il savait déjà dès le départ que, la levée de l'immunité allait se faire, quoi qu'il arrive, et que le discours n'attendait que ce moment-là. Ça, c'est deux. Ce que ça a suscité aussi, et le troisième fait, c'est que lui-même a corroboré un peu ce que Tshisekedi disait dès le départ, que le M23, AFC M23, c'est Kabila. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais aller à Goma, et il va à Goma. D'après ce que disent ces justement âmes damnées, et puis etc. Donc ça corrobore un peu ce que eux disaient. On disait ici, ça c'est un. Deux, ce qu'il a oublié, c'est que les Congolais ont de la mémoire parce qu'il a un bilan. Il a un bilan quand même. Oui, mais avant qu'on en arrive là, c'est le fait que, et ça j'ai bien aimé la formule, puisque Tshisekedi aussi a mis dans les starting blocks ses ministres, ses défenseurs pour répondre, répliquer à lui-même, n'a pas répondu, pour répliquer à Kabila. Il y en a un qui a dit une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est pourquoi je dis cette séquence est réjouissante. Il dit, mais quand j'ai regardé l'ancien président, j'ai eu l'impression qu'il est sorti d'un coma de 6 ans, et tout d'un coup, il a cru qu'il était encore président de la RD Congo, il met un drapeau, le décorum, et puis il se met à parler comme si il n'y avait pas 6 ans après... qu'il y avait autre chose qui s'était passé. C'est ce qu'on appelle des échanges courtois. N'est-ce pas ? Bien. Tout à fait raison, Francis. Et donc, c'est cela. Maintenant, le bilan. C'est ce que les Congolais sont en train de rappeler à foison, disant, tiens, il dit qu'il a laissé un pays, d'abord, au point de vue démocratique,
c'est un traître parce qu'il a dévoyé la démocratie de RD Congo. Oui, il savait très bien que Tshisekedi avait perdu les élections, son candidat. Oui. Il a confisqué cela. Et donc, le fait même qu'il reconnaisse... Et il le reconnaît d'ailleurs. Exactement. C'est un aveu quand même assez spectaculaire. Exactement. Le fait qu'il reconnaisse lui-même qu'il avait falsifié les résultats, qu'il avait remis le pouvoir, qu'il y a l'accord qui existe, etc. Et donc, il ne se rend même pas compte... Ça fait un peu comme des règlements de compte mafieux. En fait. N'est-ce pas? Absolument. Exactement. Exactement. Et il dit le désastre à l'est de la RD Congo, et même pas un mot sur les victimes, etc. Là, je prends... Alors, il faut conclure. Il faut conclure, Alfred, parce que votre chronomètre est en train de... Vous dépassez, vous explosez votre temps de parole. N'est-ce pas? Non, mais parce que c'est formidable. On sent votre passion. N'est-ce pas? Donc, je vais vous avez une vraie jubilation à parler de tout ça, mais on y reviendra la semaine prochaine. Oui. C'est qu'on a dit un Burundais, le docteur Rugambara. Voilà. Alphonse. Une chose extraordinaire. Il dit, mais au fond, aujourd'hui, Kabila revient comme s'il était clean, mais le M23 2012, c'est lui, au fond. Il a laissé le foutoir à l'est de la RD Congo. La conséquence, c'est que, ça a entraîné l'intervention de plusieurs pays alentours, et ça a entraîné plus tard... au Burundi, en RD Congo, des réfugiés qui se retrouvent aujourd'hui au Rwanda, par exemple. Vous voyez? Donc, il y a là... C'est vraiment formidable, ce moment. Hein? C'est formidable. Mais en même temps, cela signe un peu aussi les échecs de Félix Tshisekedi, quand même. Hein. Mais... voilà, parce que certains disent on n'a pas besoin d'un retour en arrière. Qui se ressemble, mais quand le passé se rappelle à vous, généralement, c'est parce que vous avez un peu... Mais qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. N'est-ce pas? C'est la même, écoutez, la même famille. Mais parce qu'il y a eu cet arrangement... En tout cas, ils ont fait un deal, quand même. Exactement. Bien sûr. Oui. Sur le dos de Fayulu. Oui, sur le dos de Martin Fayulu qui avait gagné les élections, il faut bien le dire. Quand on le disait à l'époque, on nous prenait pour des fantaisistes, mais voilà, il y avait quand même, c'était avéré, et on savait très bien dans quelles conditions ce deal avait été fait, quoi. C'était extraordinaire et réjouissant que quelques années plus tard, l'un des grands acteurs de ce deal mafieux l'avoue lui-même publiquement. Publiquement, exactement. Le Drian a dit que c'était un compromis à l'Afrique. Ce qui n'était pas non plus... comment dire, très élogieux pour les Africains. Absolument. Rapidement, Graciela, je sais que vous aussi vous êtes passionné par cette région. Pour d'autres raisons. Hein. Très rapidement, parce que, en fait, je vois déjà Kabila qui change, l'homme qui change. Déjà, il coupe la barbe. Et on a l'impression qu'il s'est préparé vraiment pour un mariage ou autre chose. Mais ce qui est étonnant, justement, comme Alfred le dit, c'est que l'homme semble ne pas reconnaître, il a perdu la mémoire pendant combien d'années, ne pas reconnaître ce qui s'est passé pendant son temps. Ce qu'il dit vrai, économiquement, la dette, par exemple, elle a augmenté après son départ. Économiquement, il y a eu des avancées. Et alors? Bon, oui, mais il le dit. Mais en fait, le retour, ça c'est au niveau de son bilan, ce qu'il dit, mais le retour de Kabila, il y a le discours, il y a aussi le retour, ce qui est... Bon, il y a deux choses, deux temps. Il y a le temps du discours et le temps d'arriver à Goma. Et d'ailleurs, hier, il a visité un camp militaire de Rumangabo, qui était un camp d'entraînement de l'armée. Et on a l'impression que Kabila qui revient, on a l'impression, comme la fois passée, je l'avais dit, il doit avoir une baguette magique, il revient, mais on ne sait pas ce qu'il vient faire. Exactement. Et il y a un débat dans beaucoup de gens du Kivu, et même dans les milieux qui suivent la politique dans le Kivu des Rwandais, on se pose la question, qu'est-ce qu'il vient faire? Déjà, les gens se posaient des questions. Il y a le M23 qui est assez autonome. On a amené l'AFC, l'AFC qui se juxtapose au M23. On ne sait pas vraiment qui est le chef, entre Makenga et Nanga, en réalité. Bon. Et là, il y a Kabila qui vient, qui est là, dans sa résidence. Donc, on se demande finalement qu'est-ce qu'il doit faire. Et le débat, disons, les soutiens du M23 en soi, les gens se posent la question du rôle de Kabila. Est-ce que Kabila, il va arrêter jusque-là? Parce qu'il a dit qu'il a contacté les anciens chefs d'État. Et les chefs d'État, certains se disent, mais finalement, il a eu l'aval pour foncer vers Kinshasa. Avec quoi?
le M23 ne dispose pas d'une armée pour aller à Kinshasa. En tout cas, il est actuellement à Goma, hein, d'après des informations, il se trouverait à Goma. Alors, quel pourrait être l'agenda de Kabila au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois? Vous le saurez dans les prochaines éditions de Panel Hebdo, bien entendu. Exceptionnellement, nous n'allons pas aborder le troisième sujet dans cette émission parce que nous avons un peu explosé le chronomètre parce que bon, c'était important de parler du Centrafrique. On n'a pas l'occasion souvent de recevoir une personnalité aussi avertie que vous, hein, pour parler de ce sujet, qui est un sujet absolument sensible et important. Hein. Il ne faut pas oublier évidemment le drame qui se joue en Centrafrique depuis de nombreuses années. On a tiré souvent la sonnette d'alarme, évidemment. Il faut continuer évidemment à alerter l'opinion internationale sur cette tragédie silencieuse, à huis clos, qui se joue dans ce pays, qu'on appelle donc le Centrafrique. Alors nous parlerons la semaine prochaine de l'Afrique du Sud, nous parlons de l'exemple Ramaphosa. Il faut dire que depuis que l'administration Trump a déclenché les hostilités contre le gouvernement sud-africain, qu'il accuse d'actes de génocide anti-blanc, rien que ça, une question se pose, hein, le président sud-africain Cyril Ramaphosa est-il devenu le diplomate le plus ingénieux sur le continent africain? La question se pose davantage encore depuis sa rencontre surréaliste avec Donald Trump, c'était le 21 mai dernier, où face à Trump, qui multipliait mensonges et fake news, Ramaphosa a fait la preuve de sa maîtrise des règles de la diplomatie et de la négociation, y compris dans le cas d'une mauvaise farce. On en parlera donc la semaine prochaine plus amplement. Bon, ça, voilà. Je pense que ça en vaut la peine quand même. Il me semble que Ramaphosa donne une belle leçon, je dirais, de diplomatie, non seulement, je dirais, à l'ensemble de la communauté internationale, mais plus singulièrement à la diplomatie africaine, de certaine façon. Un mot peut-être sur ce point, parce que vous ne serez pas avec nous la semaine prochaine. Que pensez-vous, je dirais, de cette démonstration de Ramaphosa sur la scène internationale? En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié sa maîtrise. Parce qu'à un moment donné, on a vu que Trump a voulu le piéger, mais il s'en est bien sorti. C'est toujours difficile d'avoir affaire à des gens dont l'équilibre mental est sujet à caution. On m'a dit que c'est Poutine qui était un fou. Bon, on ne sait pas si entre lui et Poutine, le fou, c'est qui. Donc, il y a une compétition. Il y a une compétition, absolument. Mais le président Ramaphosa s'en est très, très bien sorti. J'aurais aimé qu'il puisse expliquer plus amplement à Trump que les fake news, c'est bien, la désinformation, c'est bien, mais c'est aussi bien de venir sur place et de constater les réalités et de ne pas s'exposer comme ça à des opinions, parce que finalement, Trump a été induit en erreur par Elon Musk, qui a fini par démissionner, qui lui est un raciste, élevé dans une famille de racistes. Tout à fait. Donc ça ne pouvait que produire cela. Alors je vais vous lire un extrait d'un article à ce propos du site burkinabé, l'Observateur Palga, qui écrit « Cyril Ramaphosa, figure de la modération africaine, s'est vu happé dans une mise en scène trumpienne où la nuance n'a pas droit de citer. » Et l'article conclut ainsi « Le continent ne peut plus ignorer l'usage décomplexé de l'intox dans les relations internationales. Il semble que la diplomatie africaine devrait peut-être mieux s'armer contre ce fléau de la désinformation, ce nouveau phénomène en tout cas, dont vous parlez beaucoup de manière tout à fait éclairante dans votre ouvrage. Hein. Ce fléau de la désinformation, des fake news, et qui prend de l'ampleur de plus en plus, et qui fractionne les opinions, vous l'avez dit, hein, vous le dites très bien. Un mot, oui, c'est juste ce qu'on constate depuis l'arrivée de Trump, que le bureau ovale est devenu une sorte de lieu d'humiliation pour chefs d'État en visite aux États-Unis. Et une salle de spectacle. En plus d'être une... Comme une série télévisée, voilà, de façon... Apprentice, oui. voilà, ou le catch... de très mauvaise facture. Ou le catch, voilà, WWE. Mais quand même, Ramaphosa s'en est bien sorti parce que depuis hier, on sait qu'il y a eu absolument. Sur le plan économique. Ah oui, bien sûr. Il était déjà averti avant d'y aller. Bah oui, il savait bien ce qui se tramait. L'Afrique du Sud, c'est une grande nation quand même, avec au cadre. Cette histoire-là des Blancs, on savait bien Trump de quel côté il était. Oui. Donc s'il a été là, c'était une façon d'éteindre l'incendie. Sauf que bon, il n'a pas eu le temps, à mon avis, il n'a pas eu le temps de dire par exemple que
ce qui est montré comme les cimetières, c'était juste une manifestation. Oui, bon, enfin, bon, je pense que tout le monde a compris. Il a bien répondu. Oui, il a bien répondu en disant que, bon, voilà, est-ce que vous pouvez me dire c'est quel endroit où voilà, exactement. Et l'autre n'a pas su répondre exactement. Il est passé à C'était une manifestation. Non seulement ça, mais... En tout cas, l'opinion internationale a été largement édifiée. Absolument. Merci beaucoup. Merci d'être venu, mon cher Adrien Poussou. Merci beaucoup. Vous êtes, je rappelle, un consultant en géopolitique, ancien ministre centrafricain de la communication. Et cet ouvrage dont nous avons parlé dans cette édition, Faustin Archange Touadéra, l'homme qui abîma son pays, la destruction de la République centrafricaine sous une présidence toxique, c'est aux éditions L'Harmattan et c'est à lire absolument. Merci Alfred d'être venu, merci Ben Yayassi, merci Gracien Rokindekiza, merci d'être venu. L'émission a été réalisée comme chaque semaine par Mustapha Kanté avec Romain Clicquot de Menck. Merci à eux. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.